Merci de participer à cette masterclass sur la finance de guerre. C'est une thématique qui nous est particulièrement chère. Il faut des systèmes qui nous est particulièrement chère au niveau de BPI France, sur lequel on intervient depuis longtemps. Donc je suis donc Cédric Lavenbach, je suis référent défense de BPI France. J'anime la communauté défense de BPI France. Et dans le cadre de notre implication, on a signé il y a 3 ans un partenariat avec la DGA afin de pouvoir développer nos activités sur ce segment-là. Très rapidement sur les activités de BPI France dans le domaine. Donc il faut savoir que c'est avec des écouteurs en fait. Oui. Donc on intervient. L'ensemble de nos outils permettent d'intervenir sur ce secteur. On traite le secteur de la défense comme n'importe quel autre secteur, ce qui veut dire que nos interventions en fonds propres, via nos fonds généralistes, fonds régionaux, fonds nationaux, peuvent être réalisées dans ce secteur, que nos produits de dette peuvent aussi financer largement ce segment-là. Nous n'avons pas de contraintes en termes de doctrine. Il y a eu beaucoup de problématiques qui ont été soulevées sur les sujets d'image et autres. En fait, on est au niveau de BPI France, historiquement, on n'a jamais eu de contraintes par rapport à cette problématique-là. Néanmoins, donc comme je disais, on a signé un partenariat avec la DGA pour pouvoir amplifier notre action sur ce segment qui est clé dans le domaine de la souveraineté. Donc on opère pour le compte de la DGA et de l'État un certain nombre de dispositifs financés par la DGA. Donc vous allez avoir 2 fonds d'investissement, le fonds DefInvest qui est doté de 100 millions d'euros et qui a investi dans 23 sociétés dans le secteur depuis 2018. Le fonds Innovation Défense qui lui intervient uniquement sur le segment des startups technologiques duales qui ont des applications qui peuvent intéresser le secteur de la défense. Donc là c'est 200 millions d'euros aujourd'hui et 9 opérations réalisées. Et donc un prêt spécifique, le prêt défi. Nous avons aussi un diagnostic qui est en fait une subvention pour permettre aux entreprises du secteur de la défense de faire un audit de cybersécurité, donc le DIAG cybersécurité. Et évidemment une activité très très importante dans le domaine de l'assurance export. Permet notamment aux entreprises de s'assurer dans le cadre des grands contrats internationaux avec une activité très très importante, historique, là pour le compte de l'État sur ce segment-là. Voilà, donc vous avez la possibilité de poser des questions via l'appli et le site internet. On pourra répondre avec Nicolas à vos questions à la fin de la session. Donc je vais passer la parole à Nicolas qui va vous présenter plus en détail les enjeux de la BITD dans le cadre de la finance de guerre. Merci Cédric, bonjour à tous. Donc je suis ravi d'être là pour vous présenter effectivement l'action de la DGA vis-à-vis de la politique industrielle de défense que mène le ministère des Armées. Le concept de l'économie de guerre que vous connaissez certainement, mais je vais rappeler quand même, je vais en rappeler les grands déterminants. Et puis la question du financement que l'économie de guerre appelle, parce que vous allez le voir et vous allez vite comprendre assez facilement, sans financement on ne pourra pas rejoindre les objectifs de l'économie de guerre. Donc, si on prend un petit peu de champ, la DGA, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, le délégué général, c'est un des 3 grands subordonnés du ministre. L'objectif, les missions de la DGA, vous les voyez en haut à droite. Je vais me concentrer sur une mission qui est soutenir la base industrielle et technologique de défense dans une logique de souveraineté, qui effectivement, c'est un point très important, ça permet d'avoir une assise industrielle pour équiper les forces, qui est quand même la mission phare de la DGA.
Donc politique industrielle de défense, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'investir dans une industrie de défense nationale. Ça veut dire qu'on est capable d'accompagner et de soutenir les petites et moyennes entreprises. Donc je ne détaille pas ça, vous le verrez dans une planche après. Ça veut dire qu'on est capable de mettre en place des moyens pour soutenir les entreprises de défense dans leurs initiatives à l'export. Alors pourquoi soutenir particulièrement les entreprises à l'export? Déjà parce que, si vous vous souvenez bien, en fait, l'export de matériel de guerre est soumis au régime de prohibition. Donc par défaut, c'est interdit d'exporter le matériel de guerre. Il faut une autorisation gouvernementale et donc ça nécessite derrière des actions de soutien à la fois pour promouvoir les matériels français à l'export et puis pour accompagner dans tout le processus les industriels pour permettre ces exports. Un point qui est majeur également, c'est l'accompagnement de l'innovation de défense, parce que les matériels sont bien souvent, pas toujours, mais bien souvent des matériels de haute technologie, et donc il faut être capable d'accompagner la prise de risque industrielle pour lever tous les risques liés à ces nouvelles technologies. Un point qu'on oublie souvent, c'est que l'État français est actionnaire d'un certain nombre d'entreprises de défense et donc ça lui donne un rôle un peu particulier parce que, vous l'avez vu dans les premières missions, il est client, mais c'est un client actionnaire. Donc c'est un rôle vraiment très particulier, mais tout à fait complémentaire que l'État a auprès de ces entreprises de défense. Régulateurs, j'en ai parlé, puisque effectivement les matériels de guerre sont soumis au régime de la prohibition. Donc il faut être capable d'autoriser certains matériels ou pas. Voilà. Et si on prend un peu de champ, la BITD française, elle s'inscrit dans une économie évidemment mondialisée, mais également dans une économie de défense très européenne. Déjà parce que, vous le verrez tout à l'heure, je redéveloppe un petit peu, mais beaucoup d'entreprises de défense, beaucoup de nos grands industriels de défense sont des entreprises européennes. Et donc ça, c'est un point très important. Il ne faut pas qu'on soit dans une logique autarcique. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, la BITD, c'est quoi? La BITD, c'est évidemment, on pense souvent à nos grands maîtres d'œuvre industriels. Donc vous retrouvez les logos sur la planche. Vous les connaissez très certainement tous. Mais c'est aussi et surtout 4500 PME qui sont duales pour la plupart. Alors, la plupart, c'est à peu près 80-90% d'entreprises qui sont duales. C'est important à garder à l'esprit parce que derrière, ces entreprises ne peuvent pas être soutenues dans leur développement que par le secteur de la défense ou une finalité défense. Elles sont d'abord et avant tout axées sur un secteur civil. Le secteur de la défense, c'est 220 000 entreprises, 220 000 emplois, je vais y arriver, sur l'ensemble du territoire. Alors, sans surprise, vous retrouvez les 6 grandes régions qui vont, on va dire, monopoliser, entre guillemets, 80% des 220 000 emplois. 6 grandes régions historiques, hein, donc autour des ports militaires, autour Toulon et Brest, autour de l'Occitanie pour la partie aérospatiale, en Île-de-France bien évidemment, pour l'ensemble des sièges sociaux et en région Rhône-Alpes. C'est à peu près ces 6 régions dans lesquelles vous retrouvez la plus grande concentration d'entreprises et donc la concentration d'emplois industriels sur le territoire. En termes économiques, l'économie de défense en France, c'est 30 milliards de chiffre d'affaires consolidés, dont 8 milliards à l'exportation. Alors, le chiffre à l'exportation, c'est un chiffre moyen sur une dizaine d'années. Typiquement, en 2022, il y a eu 22 milliards de prises de commandes du fait des très bons résultats à l'export du Rafale.
Si ça vous intéresse, je vous renvoie au rapport du Parlement sur les exportations de défense, donc, dont la dernière version est parue cet été, qui détaille tous les exports, tout l'historique, à la fois en termes de prise de commande, et en termes de paiement. C'est très riche, donc je ne vais pas détailler ce point-là, ce n'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui. Alors, donc vous l'avez vu, industriellement, c'est quand même très important la défense sur le territoire. Et donc, effectivement, il faut asseoir les intentions du ministère des Armées par une politique industrielle de défense. Alors, politique industrielle de défense s'accompagne d'une politique ministérielle en faveur des PME. Pourquoi une action spécifique envers les PME? Parce que c'est des entreprises qui ont quand même quelques spécificités, quelques particularités, des trésoreries qui ne sont pas toujours très solides, une visibilité qui est pas la même que celle des grandes entreprises. Donc il faut une action un petit peu spécifique. Le ministère des Armées s'est engagé dans une politique en faveur des PME depuis à peu près 25 ans, avec une prise de conscience dès 96-98 qu'il fallait mener des actions très particulières pour ces entreprises-là. Et donc, voilà, depuis 25 ans, il y a une évolution de politique ministérielle en faveur des PME. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a une nouvelle politique ministérielle en faveur des PME qui a vu le jour cet été. Donc, je vous renvoie au lien que vous voyez sur la planche. L'objectif, je ne vais pas tout détailler parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. L'objectif, il y en a deux. C'est deux plus grands parmi les 5 objectifs que vous voyez là. C'est assurer un dialogue de proximité. Donc ça s'est matérialisé notamment par une densification des relais ministériels dans les territoires pour être au plus près des entreprises dans les différentes régions françaises. C'est toujours avoir pour objectif de financer de manière adaptée et réactive les entreprises. Donc, ce n'est pas qu'un vœu pieux. Je vous ai mis, alors, vous ne voyez peut-être pas très bien sur la planche en haut à droite, que ça se concrétise de manière très précise quand même, parce que le ministère attache un soin particulier à ce que les PME soient payées le plus vite possible. Donc, par rapport au délai réglementaire de 30 jours sur les PME, en 2023, on est à 14 jours. Donc, il y a vraiment une action très particulière qui est faite sur ce point-là. Et développe juste un autre point de cette politique ministérielle, c'est cette intention d'être un tiers de confiance. Parce que l'idée, c'est d'identifier les PME dans tout le tissu industriel et tout la sous-traitance en cascade qu'il peut y avoir pour nos systèmes d'armes. Les identifier, et 2, prendre des actions particulières, alors soit directement, soit indirectement. Indirectement, ça veut dire en particulier avec les grands donneurs d'ordre industriels. Voilà. Je détaillerai quelques points plus particuliers, parce que c'est lié notamment au concept d'économie de guerre. Retenez que la nouvelle politique ministérielle, elle avait pour principal objectif d'inscrire dans la durée justement un certain nombre d'actions nouvelles qui ont été prises par le ministère des Armées au titre de l'économie de guerre, concept que Cédric a rappelé tout à l'heure, concept mis en avant par le président de la République en juin 2022 au salon Eurosatory. Alors, l'économie de guerre, qu'est-ce que c'est? De manière très simple, c'est avoir des capacités industrielles prêtes à accélérer les cadences le jour où où le ministère des Armées s'engagera vers ce qu'on appelle la haute intensité. Donc s'approchera de conflits. De manière très résumée, le message qu'a passé le ministre vers les grands industriels de défense, c'est on veut avoir plus de matériel, plus vite, moins cher. Voilà. Alors, ça peut paraître un vœu pieux dit comme ça, mais en fait, derrière ça, il y a un certain nombre d'actions ou d'intentions qu'a développé le ministère des Armées, que vous retrouvez sur la planche.
Donc, et que je vais détailler maintenant. La première intention qui est majeure, c'est améliorer la visibilité donnée aux industriels. Alors, derrière, il y a quoi? Il y a la loi de programmation militaire, les 413 milliards sur la période 2024-2026 413 milliards de crédits. Donc c'est un effort inédit que fait la France vis-à-vis de sa défense. Et c'est également, de manière encore plus concrète, 30 milliards d'euros de prise 30 milliards d'euros de commandes qu'a passé le ministère en 2023 sur les grands programmes de défense. La deuxième intention, c'est augmenter les capacités de production ou permettre aux industriels d'augmenter leur capacité de production. Donc ça, on est vraiment au cœur du chantier économie de guerre, puisqu'il y a eu des demandes du ministre vers les grands industriels d'augmenter les cadences, notamment, on peut citer les canons César. Donc le chantier a débuté en juin 22. En 18 mois, les cadences ont été augmentées par 2. Les délais de fabrication, enfin, la longueur du cycle a été diminuée par 2. Donc voilà, donc c'est possible. C'est pas que de la volonté gouvernementale, c'est possible industriellement. Et le ministère accompagne les industriels dans cette intention-là. Bon, je peux citer d'autres exemples, vous les voyez sur la planche. Il y a eu aussi des efforts particuliers qui ont été faits pour diminuer les cycles sur les missiles moyenne portée, donc MMP, sur les obus de 150 mm qui équipent les canons César ou les missiles Mistral. Bon, il y a d'autres exemples sur lesquels cet effort a été fait. Troisième intention, qui peut paraître un petit peu plus étonnante, c'est ce qu'on appelle insuffler le faire autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée n'est pas uniquement de diminuer les cycles sur les grands programmes. L'idée, c'est aussi d'avoir de nouvelles approches pour avoir du matériel plus vite à disposition des forces armées. Exemple, c'est les drones. Bon, le ministre a rappelé récemment que voilà, il avait acté que on avait raté le virage des drones. Donc l'idée, c'est de se remobiliser pour ne pas rater le virage d'après. Et donc il y a une intention très très forte de commander nombre de drones sur différents segments pour équiper les forces et permettre d'être un petit peu à jour de la technologie s'agissant des drones. La quatrième intention, c'est sécuriser les approvisionnements, diversifier les sources, relocaliser. Donc là, Cédric parlait tout à l'heure d'accompagnement financier très, très concret à l'export. Il y a aussi un accompagnement financier très concret pour accompagner des relocalisations en France. Un exemple qui a largement été développé dans la presse, c'est celui de Selectar, une entreprise qui fait de la soudure sur sous-marin. Voilà, donc effort a été fait avec notamment des accompagnements financiers en BPI ou d'autres accompagnements qui ont été mis en œuvre avec Bercy pour permettre cette relocalisation en France de cette industrie qui est un savoir-faire essentiel et critique pour la construction des sous-marins. Plus largement, il s'agit de renforcer l'aptitude de base industrielle ou des industriels à répondre aux commandes du ministère des Armées au travers de la LPM. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Une fois qu'on a relocalisé, une fois qu'on a financé l'outil industriel, ben en fait il faut aussi soutenir les industriels dans leur intention de recruter, parce que accélérer la production, ça ne se fait pas sans ressources humaines. Donc là, il y a une action, je le développais tout à l'heure, une action pour aider les industriels à recruter les bonnes compétences dans leurs industries. Et dernier point, c'est un point qui paraît essentiel, il est en dernier, mais c'est juste, c'est pas le moins important, c'est améliorer la sécurisation des entreprises sur le plan physique et sur le plan cyber. Parce que si une entreprise a investi dans son outil industriel et est incapable de le faire fonctionner parce qu'elle s'est fait hacker, ben ça ne sert plus à rien.
Donc là-dessus, c'est un point essentiel, c'est s'assurer que nos entreprises sont bien résilientes vis-à-vis de la menace physique et cyber. Alors, je disais qu'il y avait des besoins particuliers pour les TPE-PME dans cette intention d'économie de guerre. En fait, je vous disais tout à l'heure qu'on ne faisait pas tout seul, on travaillait aussi de concert avec les grands maîtres d'œuvre. Alors pourquoi? Parce que, les sous-traitants sont par nature dans une chaîne de sous-traitance et que le ministère des Armées n'est pas en relation contractuelle directe, bien souvent avec ces entreprises, n'a pas toujours une capacité à bien identifier non plus ces entreprises qui sont critiques, parce que si elles tombent, forcément toute la chaîne s'effondre. Donc on a le ministère a passé des conventions avec l'ensemble des grands maîtres d'œuvre industriels de défense, voilà, pour décliner ce concept notamment d'économie de guerre au travers des actions que vous voyez, que je ne vais pas détailler sinon on va prendre un petit peu de retard. Simplement un point peut-être, les goulets d'étranglement. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept? Je parlais tout à l'heure de sous-traitants critiques. En fait, les goulets d'étranglement, c'est ça en fait. C'est les sous-traitants qui sont critiques soit pour un maître d'œuvre, soit critiques pour plusieurs systèmes d'art et donc plusieurs maîtres d'œuvre. C'est ça les goulets d'étranglement. Donc c'est sur ces entreprises que, en priorité, le ministère va porter ses actions et porter ses efforts. Donc comment Cédric a parlé tout à l'heure du diagnostic cyberdéfense qui aide ces entreprises déjà à savoir si, si le niveau de sécurisation de leur site ou de leur système d'information est au bon niveau. Donc ça, c'est une première action très concrète. La deuxième, c'est on va dire ce programme d'accélération spécifique qui a été créé par BPI, enfin, créé avec nous et BPI pour accompagner des entreprises sur un certain nombre de volets, pas que le volet cyber. L'idée étant de leur donner tous les outils pour être vraiment en mesure d'être dans cette dynamique d'économie de guerre pour accélérer leur production. Donc ça veut dire bien connaître les investisseurs, bien connaître le monde de la finance, bien avoir des diagnostics, on va dire 360 autour de leur outil de production, outil industriel, et donc tout ça leur donnera toutes les clés pour être vraiment en capacité d'accélérer leur production, c'est ça? Je peux peut-être en dire un mot. En fait, les accélérateurs, donc c'est des programmes qu'on a développés, qui existent par filière au niveau national, donc c'est dans le cadre d'accompagnement. Ça permet à la fois de créer des promotions de chefs d'entreprise qui en général sont confrontés au même type de problématiques et de pouvoir échanger et de pouvoir, dans le cadre d'un certain nombre de missions de conseil, d'améliorer des enjeux qu'elles rencontrent. Et effectivement, comme le disait Nicolas, on a lancé en mars dernier un accélérateur défense spécifique avec une trentaine d'entreprises, 30 entreprises qui, pendant 12 mois, vont suivre un cycle d'accompagnement pour s'améliorer et répondre aux problématiques, notamment d'enjeux de hausse de la production et répondre aux problématiques des goulets d'étranglement. Alors, donc, accélérateur de centre, on vient d'en parler. Je vous évoquais tout à l'heure l'effort sur le soutien au recrutement. Alors, très concrètement, de quoi il s'agit? Il y a deux volets. Il y a un travail avec, une action coordonnée avec France Travail pour justement mettre sur pied des forums d'emploi dédiés à la défense. Donc, un premier a eu lieu en mars-avril dernier. Et donc, je pense que le rétex en sera tiré pour savoir justement comment amplifier cette action-là. Et le deuxième volet, c'est la création d'une réserve industrielle de défense. Donc, c'est des réservistes qui sont identifiés pour pouvoir travailler dans des entreprises de défense le jour où il y aura besoin d'accélérer la cadence de production. Alors,
pareil, je vais vous donner un exemple pour illustrer, parce que expliquer comme ça paraît peut-être un petit peu baroque. Les entreprises de défense, c'est pas que des missiliers. Les entreprises de défense, ça peut être aussi des entreprises qui fabriquent des véhicules terrestres. Un véhicule terrestre, c'est pas bien éloigné d'un point de vue savoir-faire et compétences de camions civils, d'automobiles, de SUV, etc. Donc, les personnes qui ont les compétences en maintenance sur on va dire des gammes civiles peuvent tout à fait, très facilement basculer, sous couvert de certaines formations, évidemment, sur de la maintenance de matériel militaire. Et donc, c'est typiquement ce type d'exemple ou ce type d'entreprise où ça fait totalement sens d'avoir des réservistes pour se projeter dans une période de montée vers la haute intensité qui nécessitera d'accélérer les cadences en maintenance ou en production. Et bien évidemment, dernier point, c'est de tirer parti de l'ensemble des financements qui sont mis en place en dehors du seul ministère des Armées. Donc Bercy met en place des financements pour soutenir les entreprises. On a parlé tout à l'heure de l'export, mais il y a d'autres outils de financement. Il y a la Banque européenne d'investissement qui met en place aussi des financements pour les entreprises ou les projets du haut, qui a récemment fait évoluer sa politique justement pour autoriser plus d'entreprises duales à pouvoir bénéficier de ces dispositifs de soutien. Et puis la Commission européenne qui met aussi beaucoup d'énergie dans la création de dispositifs de soutien à l'industrie de défense, soit pour l'achat en commun de munitions, soit pour le développement de systèmes de défense. Donc voilà. Et donc l'objectif du ministère, c'est de regarder tout ce qui se passe partout en termes de dispositifs de soutien aux entreprises ou à la défense et de maximiser l'utilisation de ces différents dispositifs. Bon. Alors, de manière encore plus concrète, pour favoriser le financement de l'industrie de défense, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on essaie d'objectiver la situation. Est-ce que le secteur est si particulier que ça? A-t-il des besoins très particuliers? Est-il dans un environnement si particulier? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'environnement réglementaire sur la prohibition. Il y a d'autres particularités de ce secteur. Alors, en ce moment, évidemment, suite à l'agression de l'Ukraine par la Russie, il y a eu une hausse très conséquente des matières premières, de l'énergie, mais donc les entreprises sont confrontées, comme toutes les autres, à ces difficultés que j'appellerais conjoncturelles. Il y a quand même quelques spécificités qui sont plus structurelles. Les cycles économiques de la défense ne sont pas les mêmes que les cycles économiques du secteur civil. Alors pour différentes raisons, notamment une illustration, les cycles économiques, sur le secteur aéronautique, les cycles militaires et civils sont contracycliques en fait. Donc voilà, vous avez comme ça des vrais, c'est pas des tendances, c'est vraiment des vrais marqueurs du secteur de la défense. Et puis j'ai parlé tout à l'heure du rôle de l'État, à la fois client, à la fois régulateur, qui va favoriser l'investissement dans, on va dire, de fonds d'investissement dans le secteur de la défense, mais des fois va refuser des investissements parce que au titre d'instruction qu'il fera des investissements étrangers, il va considérer que voilà, cet acteur particulier, l'État ne souhaite pas que cet acteur étranger achète une entreprise française. Bon, je vous renvoie à la presse et aux différents exemples qu'il y a eu sur cette question-là. Et puis dernier point, risque réputationnel. Y a-t-il un risque réputationnel? Y a-t-il un risque d'image de la défense qui on va dire, empêcherait son bon financement? C'est quelque chose sur lequel on est on reste alerte parce que il y a effectivement
l'image de la défense dans la société, c'est quelque chose qui évolue en fonction du temps. En ce moment, l'image est plutôt positive. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur cette image positive pour justement aller dans le sens d'une pleine compatibilité entre les objectifs RSE, on va dire, qui sont également des objectifs sociétaux, et puis le financement de l'industrie de défense. Donc, très concrètement, que fait-on ? On cherche à objectiver la situation. Parce qu'on entend qu'il y a des difficultés de certaines entreprises à se financer. Est-ce que c'est lié à la situation particulière de ces sociétés ? Est-ce que c'est lié au fait que ces sociétés sont positionnées sur le marché défense ? Et bien, en fait, il n'y a qu'en regardant les cas très précis qu'on est capable de distinguer les choses. C'est pour ça qu'on a mis en place un réseau de référents avec la Fédération bancaire française. Donc un référent bancaire au sein du ministère des Armées et des référents défense dans les différents grands réseaux bancaires français pour permettre justement de discuter en toute confidentialité des problèmes de financement qu'ont certaines sociétés et pour comprendre si le problème il est parce que la société s'est fait exclure du simple fait de son activité défense ou si en fait la société a des difficultés financières qui empêchent l'octroi de crédit. Donc ça, c'est la première manière d'objectiver la situation. La deuxième, c'est un dialogue qui a été mis en place cette année avec la DG Trésor pour savoir si effectivement la situation financière des entreprises de défense est particulière par rapport à leurs équivalents civils dans le même secteur et si de ce fait-là, on doit trouver des vecteurs de financement un peu particuliers. Voilà. Donc ça, ce dialogue est en cours. Donc on est très, on va dire, on est très mobilisé sur cette question. Deuxième point, qui fait écho au risque réputationnel que j'évoquais tout à l'heure, on maintient une vigilance très particulière sur l'ensemble des politiques d'exclusion des acteurs bancaires et des acteurs assurantiels. Pour comprendre leur politique, pour voir si leur politique, on va dire, dévie ou sont un petit peu trop limitantes par rapport à ce qui est normal d'exclure comme armement typiquement qui pourrait être financé. Donc là-dessus, la position du ministère est très claire. On essaie de faire en sorte que tous les acteurs français excluent le financement des armes dites interdites, par exemple les armes à sous-munitions, par exemple les mines antipersonnelles, etc. Enfin, tous les armements que la France a elle-même, pour lesquels elle a ratifié des traités d'interdiction. Voilà. Et on fait en sorte que les acteurs français du financement n'aillent pas au-delà de cette liste d'armements. Voilà. Et d'une manière plus générale, on cherche à consolider les relations entre les acteurs du financement et l'industrie de défense. Pourquoi ? Parce que c'est des acteurs qui ne se comprennent pas toujours bien et il faut qu'on fasse énormément de pédagogie, notamment vis-à-vis des industriels, pour leur faire comprendre que les fonds d'investissement ne sont pas là que pour prendre la main sur la gouvernance des entreprises, mais des fois sont là que pour faire un investissement rentable. Et à l'inverse, les acteurs du financement, il faut qu'ils comprennent que l'industrie de défense, c'est d'abord et avant tout des industries, avant d'être dans un secteur qui est un peu particulier. J'ai parlé tout à l'heure de la régulation. On peut parler aussi du fait que l'acteur est quand même la France, ou plutôt l'État, est le seul acheteur de matériel de guerre en France, ce qui est logique. Et donc il n'y a que des États qui sont capables d'acquérir des matériels de défense. Donc l'objectif derrière toute cette palette d'actions, c'est essayer de renforcer les outils de financement qui existent, on en a parlé de quelques-uns, et de soutenir toutes les initiatives, à la fois des acteurs privés et celles des acteurs publics, histoire de
continuer à favoriser le financement de cette industrie qui en a bien besoin dans un moment où justement on lui demande d'accélérer sa production et d'être prête à l'économie de guerre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas, merci pour cet éclairage sur cet écosystème qui est mal connu et d'ailleurs c'est une des problématiques qu'on a identifiées, c'est qu'il a eu tendance à rester très secret. Les entreprises ayant souvent une activité duale communiquaient sur leur activité civile et moins sur l'activité défense et on considère important que l'information finalement circule et de bien comprendre que les armes non conventionnelles interdites sont interdites par la loi française, que l'export producteur d'armes ne peut pas exporter sans l'accord de l'État. Donc il y a une réglementation qui est très importante. Et pour finir sur les sujets ESG, ce n'est pas parce qu'on est dans le secteur de la défense qu'il y a une problématique vis-à-vis de l'ESG. C'est une industrie avec des spécificités, mais une industrie comme les autres. Alors maintenant, on a un peu moins d'une dizaine de minutes pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vais peut-être commencer par une question qui a été envoyée en ligne sur... alors je ne sais pas si je vais la lire. Pourquoi les thèses d'investissement des fonds défense continuent d'exiger la dualité alors que les besoins des armées sont de plus en plus spécifiques et requièrent des technologies prenant en compte ces spécificités dès la conception des technologies? Du coup, alors par rapport au fonds d'investissement, il n'y a pas d'interdiction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, en tout cas au niveau de BPI France, pour intervenir sur des entreprises duales. On a financé via Definvest des sociétés qui sont 100% défense. Donc il n'y a pas de contraintes particulières. Après, il y a des thèses d'investissement qui peuvent exiger des spécificités. Oui, c'est peut-être ce qu'on peut rappeler, c'est que les thèses d'investissement des fonds sont spécifiques à chaque fonds. Donc un fonds qui a voulu se monter pour investir dans le secteur défense sera dédié au secteur défense. Des fonds sont plus généralistes. Bref, donc il y a énormément de fonds avec différentes thèses d'investissement et donc ça dépend du fonds. Voilà. Si on prend Definvest, en fait, c'est le financement d'entreprises stratégiques du secteur, tel que défini par la DGA. Et le Fonds Innovation Défense, là, on est uniquement sur des sociétés technologiques avec des activités duales qui peuvent être intéressantes dans le secteur de la défense. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que non. Donc, oui, Guy Pignolet, je suis ancien président du comité éducation de la... Non, enfin, ancien président du comité éducation de la Fédération mondiale d'astronautique. Voilà. Mais ce serait beaucoup trop long. Je pense que nous devrons avoir un échange un jour ensemble. D'accord. Bon, D'accord. Je vous enverrai un message. Alors. D'accord. Ah. Alors, vous avez évoqué rapidement la loi de programmation militaire qui est très volontariste depuis qu'elle a été votée. Compte tenu de l'actualité sur les restrictions de charges et notamment les problématiques à boucler les budgets, est-ce que vous avez des craintes sur sa mise en œuvre, c'est-à-dire que les dépenses qui sont effectivement programmées soient bien réalisées et dès le début de l'application de la loi de programmation militaire? Alors, donc la question, je vais la rappeler pour les autres qui n'ont pas bien entendu. On est désolé, on n'a pas de retour et du coup, on n'entend pas les questions. La question, c'est de savoir si on a des craintes quant à l'exécution de la loi de programmation militaire. Hein. Je pense que c'est ça votre question. Pour l'instant, donc, ce qui a été, les messages qu'on a eus du gouvernement, c'est que il s'inscrivait pleinement dans l'exécution de la loi de programmation militaire. Après, je ne peux pas savoir ce qui sortira des discussions du budget, donc, qui a été présenté en début de semaine au Parlement. Donc, voilà, le seul message qui a été passé par le Premier ministre, c'est que la défense était une priorité et continue à être une priorité, et donc il s'inscrivait dans l'exécution de cette loi de programmation militaire. Maintenant, il y a des discussions budgétaires. Voilà. Après,
Ce que je peux quand même vous dire, c'est que les programmes d'armement s'inscrivent dans des cycles budgétaires qui sont pluriannuels. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas, vous n'achetez pas du matériel sur étagère qui est déjà disponible et que vous payez au moment de la commande ou très vite après la commande. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine, ce qu'on appelle une certaine rigidité de la programmation budgétaire de ce simple fait-là. En fait, on ne pourrait pas couper le robinet immédiatement sans mettre des contrats pluriannuels dans une difficulté d'exécution. Voilà. Ce qui conduirait derrière à peut-être à renégocier ou à payer des intermoratoires exorbitants. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, bah écoutez, merci pour votre participation. Et de toute façon, Merci. vous pouvez passer nous voir si vous avez des questions complémentaires. Merci.